Vous écoutez la valise diplomatique sur e-radio. La valise diplomatique avec Bokar Alpha Khan. Au moment où la CEDEAO envisage de battre sa propre monnaie à l'horizon 2020, le débat sur le franc CFA n'a jamais été aussi virulent entre les défenseurs de cette monnaie et ses détracteurs qui veulent en sortir. Les économistes sont divisés sur les coûts et les bénéfices du franc CFA, à la fois garant de stabilité, mais monnaie trop forte pour des pays aux économies fragiles. Certains plaident pour sa réforme, par exemple en l'arrimant à un panier de monnaie euro, dollar, yuan. Ce numéro de la valise diplomatique est consacré à ce sujet. On essaiera de répondre à deux questions essentielles. Pourquoi et comment sortir du franc CFA? Et pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Demba Moussa Dembélé, économiste, président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement, ARCAD. Vous êtes aussi, monsieur Demba Moussa Dembélé, co-organisateur des Samedis de l'économie avec le bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Et vous êtes aussi membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, et du Forum mondial des alternatives, le FMA. Vous êtes enfin l'auteur de plusieurs ouvrages comme Zone franc et sous-développement en Afrique, paru en 2015 chez Arcade, ou encore Sortir l'Afrique de sa servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, ouvrage que vous avez co-dirigé avec Kako Nobukpo, Martial Zebelinga et Bruno Tinel. Demba Moussa Dembélé, bonjour. Bonjour M. Khan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, on parle d'une monnaie ouest-africaine à l'horizon 2020. En tout cas, les chefs d'État s'y sont engagés et apparemment travaillent là-dessus. Est-ce que vous y croyez ? J'y crois, bien sûr, parce que moi, je soutiens cette idée depuis longtemps. C'est un projet qui est là depuis de nombreuses années. Il y a eu des retards parce que les chefs d'État ne sont pas d'accord. Il y a eu des réticences. Il y en a qui traînent les pieds. Mais je crois que cette fois-ci, les chefs d'État ont pris conscience de la nécessité d'arriver à cette monnaie unique, en tout cas de commencer à mettre en place cette monnaie unique à l'horizon 2020. Pour la bonne et simple raison que le monde a changé et que aujourd'hui l'Afrique, par-delà la CEDEAO, a besoin de s'unir. L'Afrique a besoin de compter sur ses propres forces. Et nous, ici, dans cette sous-région, de plus de 300 millions de personnes, avec d'immenses ressources, et nous sommes maintenant conscients que si nous avons cette monnaie unique, ça nous permettrait de faire un bond en avant considérable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même certains chefs d'État qui étaient réticents ont pris l'engagement qu'en 2020, ils sont décidés à aller à cette monnaie unique, comme par exemple le président du Niger, comme le président du Burkina Faso. Le Nigeria aussi. Du Nigeria, mais le Nigeria pose une condition. Le Nigeria pose une condition. Le Nigeria dit nous sommes prêts, mais à condition que les pays membres de l'UMOA nous donnent une feuille de route claire et nette qu'ils vont rompre totalement avec le Trésor français. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'ils ont... 2020, c'est demain. 2020, c'est demain. Mais au moins, il y a deux pays de cette UMOA, comme je l'ai dit, le Burkina Faso et le Niger, qui sont prêts à aller à cette monnaie unique. Espérons que d'ici là, les autres chefs d'État rompront, en tout cas prendront également l'engagement d'y aller. Ils sont prêts sur le plan politique, mais est-ce que tout le monde est prêt sur le plan économique? On sait par exemple au sein de la zone euro, il a fallu mettre en place des critères de convergence pour permettre à un certain pays d'adopter tout de suite l'euro et d'autres de différer leur entrée dans la zone européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays de la CEDEAO, tous autant qu'ils sont prêts à intégrer une nouvelle monnaie? Alors, vous savez, il n'y a pas de schéma idéal. C'est sûr que tous les pays ne sont pas au même niveau. Le Sénégal est différent de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire pèse près de 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ne parlons pas du Bénin, ne parlons pas de la Guinée-Bissau ou de la Gambie. Et ces pays ne seront jamais au même niveau.
Mais même, vous avez parlé de l'Union européenne, jusqu'à présent, malgré, ça fait combien d'années? Ça fait bientôt 20 ans que cet euro existe. Mais il y a une grande différence entre la Grèce, le Portugal ou même l'Espagne et l'Allemagne ou la France. Donc il y aura toujours des différences. Et ce que les chefs d'État africains ont dit et ont compris, c'est la nécessité de le faire par étapes. Et d'ailleurs, il y a quelques années de cela, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait retenir le critère suivant. Les pays qui pèsent 60%, au moins 60% du PIB de la CEDEAO, qui sont prêts, aillent vers la monnaie unique. Et je crois que c'est ce schéma qui a été aujourd'hui adopté, parce qu'en 2020, après la réunion des chefs d'État au mois de décembre d'ailleurs, ils sont mis d'accord que ceux qui seront prêts vont aller à la monnaie unique en 2020 et les autres suivront. Donc tout le monde n'ira pas en 2020 à la monnaie unique, c'est sûr. C'est ça. Alors, est-ce que les travaux qui doivent nous mener ici en Afrique de l'Est, donc vers cette monnaie commune, est-ce que vous y êtes associés, la société civile, les chercheurs, les économistes que vous êtes, etc.? Non, nous, on n'a pas été associés à leurs travaux. Ils ont mis ensemble des commissions, ils ont mis sur pied des commissions de travail, mais qui sont limitées aux fonctionnaires des États, aux gouverneurs des banques centrales. Est-ce que c'est une bonne démarche? Bon, évidemment, on aurait souhaité que ces commissions soient ouvertes à des chercheurs comme nous, à la société civile, puisque nous avons quand même beaucoup de choses à leur proposer, et surtout que nous avons l'avantage de voir les choses de l'extérieur, donc d'être plus critique, plus indépendant par rapport aux décisions à prendre. Mais vous savez comment fonctionnent nos États la plupart du temps. Quand il s'agit de structures intergouvernementales, on préfère mettre des fonctionnaires et garder au loin la société civile ou les chercheurs qu'on trouve trop critiques. Et surtout, pour des gens comme nous qui critiquent le franc CFA, c'est sûr que certains chefs d'État ne voudraient pas nous voir intégrer ces commissions-là. L'idée pour vous serait d'éviter de retomber dans les mêmes travers? Oui, bien sûr, parce que vous savez, nous voulons avoir notre souveraineté. Elle est essentielle pour aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance réellement pour n'importe quel pays dans le monde. On ne peut pas parler d'indépendance si c'est d'autres pays qui vous dictent vos politiques économiques. Ce n'est pas possible. Et surtout votre politique monétaire. Et c'est le cas avec le franc CFA. Donc, nous pensons qu'avec la monnaie unique, nous aurons cette souveraineté et la décision souveraine des chefs d'État à déterminer leur propre politique monétaire et par conséquent leur propre politique économique. Alors, pour que nos auditeurs comprennent très bien votre position sur le débat du franc CFA, vous êtes pour la sortie définitive ou pour la réforme? Non, vous savez, il y a eu tellement de réformes depuis les indépendances jusqu'à présent. On a réformé quand les quartiers généraux des banques centrales étaient encore à Paris. On a réformé quand ces quartiers généraux ont été déplacés en Afrique, notamment à Dakar et à Yaoundé, pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Pour ce qui concerne le dépôt au sein du Trésor français, on est passé de 100% à 65%, maintenant à 50%. Tout ça sont des réformes. On a réformé. Donc qu'est-ce qui pose encore problème? Mais le problème fondamental demeure le même. C'est-à-dire que la tutelle de la France est restée. Quel que soit ce qu'on dit aujourd'hui, la tutelle de la France est restée. Alors comment cette tutelle se met en place dans les faits, concrètement? Voilà, dans les faits, cette tutelle, c'est d'abord les règles de fonctionnement de la zone franc. Les règles de fonctionnement de la zone franc disent que une des conditions, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la moitié des réserves de change soient déposées au sein du Trésor français. Pourquoi? Parce que, soi-disant, la France garantit, entre guillemets, la convertibilité du franc CFA. Donc, c'est 50%. Oui. C'est de l'argent physique qui est déposé là-bas, c'est ça? Oui. C'est les réserves. Oui. C'est-à-dire ce que nous vendons au reste du monde. Les 8 pays
membres ce qu'ils vendent à l'extérieur, les recettes d'exportation, des dollars, des yuan chinois ou des yens japonais ou de l'euro, c'est la moitié de cela qui est déposé au sein du Trésor français. En fait, c'est le fameux compte d'opération, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, mais ce compte, justement, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que, quand vous dites 50% de réserve de devises, c'est de l'argent physique qui est déposé là-bas, sur lequel on n'a pas accès? Ou est-ce que ce sont des transactions? C'est-à-dire, quand le Sénégal veut, par exemple, acheter du pétrole, c'est un exemple, hein, à un pays étranger qui a une autre monnaie, est-ce que c'est pas via le compte d'opération que cette transaction est faite? Et que donc, finalement, ce n'est pas de l'argent qui est physiquement sur place. Non, c'est-à-dire que la moitié est déposée là-bas. L'autre moitié est avec la Banque centrale. Ici à Dakar. Ici à Dakar. Ouais. C'est la Banque centrale qui a l'autre moitié. Et qui donc l'utilise selon les besoins des pays. Si le Sénégal veut acheter, c'est avec la Banque centrale. La transaction, oui. La devise, c'est au niveau de la Banque centrale. Le Trésor français n'intervient que si le Sénégal a épuisé ses réserves au niveau de la Banque centrale. Voilà. Mais sinon, cette somme reste au niveau du Trésor français et la France l'utilise à sa guise. Aussi longtemps que les pays africains ont assez de réserves au niveau de leur banque centrale pour faire leurs transactions internationales. Donc ces 50% qui sont en France, la France donc peut les utiliser pour, par exemple, pour avoir des intérêts. Oui, oui. Elle verse quelques intérêts, mais c'est des intérêts qui sont vraiment... certains disent que c'est dérisoire. C'est dérisoire. Bon, mais le problème, c'est que la France a le contrôle de la moitié des réserves de change de 8 pays et elle l'utilise selon sa guise. Oui. Alors imaginez la moitié des réserves de change de la Banque centrale européenne déposées à Washington. Imaginez cela. Mais de quelle autonomie aurait la Banque centrale européenne pour aider les pays membres? De quelle autonomie disposerait-elle? Oui, mais est-ce que, par exemple, si on va lancer une monnaie en 2020, c'est le souhait en tout cas des chefs d'État, on va voir d'ici 2020 ce qui va se passer, est-ce qu'on a besoin, nous, d'un compte d'opération? Non, mais c'est là où... En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut s'en passer? On peut s'en passer, bien sûr. Et c'est là où intervient l'ultimatum du Nigeria. Le Nigeria dit, pour qu'on aille à cette monnaie unique de 2020, mais il faut rompre totalement avec le Trésor français. C'est-à-dire qu'il faut rapatrier. Il faut rapatrier les devises qui sont déposées là-bas et les mettre à la disposition de la Banque centrale qui sera mise sur pied au niveau de la CEDEAO. C'est ça que dit le Nigeria. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que si on ferme ce compte d'opération, il n'y aura pas des inconvénients qui seraient quand même majeurs? Mais vous savez, il n'y a jamais de politique qui soit parfaite. Il y aura des erreurs, certes. Mais le compte d'opération, il garantit quoi? Il ne garantit rien du tout. C'est nous qui garantissons. S'il garantit rien du tout, je suis désolé, mais il peut pas. Enfin, vous pouvez pas dire qu'il garantit rien du tout alors qu'il existe et qu'il y a des transactions qui sont faites et qui permettent de gérer le change, mais de garantir aussi la crédibilité de cette monnaie et des pays qui l'ont. Ce n'est pas rien. Vous parlez de crédibilité. De quelle crédibilité dispose le franc CFA par rapport à d'autres monnaies? Il n'a aucune crédibilité. Mais moi, quand j'entends les gens dire... si, le président Ouattara, par exemple, expliquait... Mais le président Ouattara, c'est un des vassaux de la France. Oui, mais enfin, le président Ouattara, c'est un des vassaux de la France. Ce sont ces chefs d'État qui pensent qu'on ne peut pas couper le cordon ombilical avec la France, sinon on est perdu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été formatés, comme quoi nous devons toujours avoir quelqu'un derrière nous pour nous dire il faut passer à gauche ou à droite. Mais en réalité, la question qu'on se pose, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas des avantages? C'est-à-dire, si on doit comparer les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a des avantages, forcément. Il y a des inconvénients dont vous parlez assez régulièrement. Si on fait la balance, selon vous, est-ce que les inconvénients prennent forcément le pas sur les avantages? Mais vous savez, moi, je ne vois pas les avantages dont les gens parlent. On parle de stabilité. Le seul avantage, entre guillemets, dont les gens parlent, c'est la stabilité. Or, cette stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le franc CFA est arrimé
à l'euro par un taux de change fixe. Oui. D'accord. Ce qui veut dire que l'investisseur européen, il sait que quand il investit dans cette zone, n'est-ce pas, il ne court aucun risque de change. Il ne court pas de risque de change par rapport à l'investisseur américain, par rapport à l'investisseur chinois. C'est ça qu'ils appellent stabilité. Mais pas par rapport au prix interne dans les pays de l'UEMOA. Vous savez très bien où nous sommes ici. Chaque fois, on parle de flambée des prix, de l'oignon, de la patate, je ne sais pas, ou des produits de première nécessité. N'est-ce pas? Donc, cette stabilité, c'est une stabilité externe par rapport au taux de change. C'est tout. Mais pas par rapport aux conditions de vie des citoyens de l'UEMOA. C'est ça la différence. Donc, on fait croire aux gens, oui, cette monnaie est stable. Et ensuite, ils disent, oui, cette stabilité vous garantit des investissements directs étrangers. Mais un pays comme l'Angola, où l'inflation est 3 ou 4 fois plus élevée que celle des pays de l'UEMOA, mais attire plus d'investissements. Mozambique, c'est des pays qui attirent plus d'investissements que des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Qui sont de taille comparable. Oui. Donc, vous savez, tout ça, pour nous, c'est de l'arnaque. C'est tout simplement de l'arnaque pour mettre dans la tête des citoyens africains, non, vous ne pouvez pas vous passer du franc CFA, sinon ce sera le chaos, sinon ce sera l'aventure. Non, il faut maintenant, pas ça. Ce compte d'opération qui est donc en France, est-ce qu'il peut être excédentaire ou déficitaire? Non, c'est-à-dire que... Est-ce que par les mécanismes financiers, il peut arriver qu'il soit excédentaire? Vous savez, ou déficitaire? Le compte d'opération, normalement, ce qui est dit dans les accords, c'est que si ce compte, le niveau du compte d'opération est à moins de 20% du PIB des États membres, alors ces États doivent tout faire pour relever le niveau. Ce qui veut dire qu'entre-temps, ils auront utilisé une partie des réserves. Ça veut dire qu'ils sont tous en déficit. Ou en tout cas, les grands pays sont en déficit. Parce que comme il y a la solidarité, quand de grands pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, grands entre guillemets, sont en déficit, nécessairement, ils pompent sur les petits pays qui sont en excédent, par exemple le Bénin ou le Togo ou la Guinée-Bissau. Oui. Et donc, à ce moment, ça joue sur... Et qui ne le sont que très rarement. Oui. Et ça joue sur le niveau des réserves qui sont déposées au Trésor français. Mais dans cette condition précise de déficit, est-ce que ce n'est pas la France qui prend le relais pour combler le déficit, en tout cas de façon provisoire? Oui. Mais la France l'a fait une seule fois. Une seule fois dans l'histoire? Une seule fois dans l'histoire, c'est pendant les fameuses années d'ajustement structurel. Et c'est ça qui a conduit d'ailleurs à la dévaluation. À la dévaluation de 94. Donc depuis lors, jamais. Les indicateurs sont au vert. Mais d'ailleurs, si vous lisez les publications de la BCEAO, elle dit toujours qu'elle couvre à plus de 100%, c'est-à-dire les réserves de change couvrent à plus de 100% la monnaie qu'elle émet. Ce qui veut dire que c'est elle qui garantit sa propre monnaie et pas le Trésor français. Oui, mais en cas de déficit, comme on vient de dire, la France pourrait prendre le relais. Oui. Est-ce que ça ne peut pas justifier que finalement, Monsieur Khan, ça fait bientôt 60 ans qu'on est indépendant, entre guillemets. Moi, je mets entre guillemets. Ça, c'est mon point de vue. La France l'a fait une seule fois. Alors, vous pensez vraiment qu'on a besoin de cela? Non. Et la France, d'ailleurs, et c'est pourquoi, après, quand elle a vu qu'elle devait, soi-disant, aider ces pays, elle a imposé la dévaluation. C'est elle qui l'a imposée, avec le FMI. Et il y avait Michel Candici, à l'époque, directeur général du FMI, un Français, qui était ex-directeur général du Trésor français, avant d'aller au FMI. Monsieur Candici. Il était directeur général du Trésor avant d'aller au FMI. Donc, il gérait ce compte d'opération avant d'aller au FMI. Et donc, c'est lui et le gouvernement français qui ont décidé d'imposer la dévaluation de 94
Et vous faites partie des économistes qui pensent que le franc CFA est surévalué. Pourquoi on ne baisse pas la valeur? Non, c'est pas parce que nous, on est lié à l'euro. Oui, mais c'est pas gravé dans le marbre. On peut décider, je sais pas moi, un jour de ramener le CFA à 500 francs au lieu de 655. Non, c'est les règles. Ça fait partie des mécanismes. On peut pas les changer. Taux de change fixe, non. Taux de change fixe, ça fait partie des 4 mécanismes. On ne peut pas. Ça, c'est avec l'euro ou avec... Parce qu'avec le franc français... C'était avec le franc français et c'est la même chose. Donc par quel système on a pu dévaluer alors parce que je ne comprends pas. Parce qu'une monnaie, à partir du moment où on a une parité, mais cette parité, elle peut évoluer en fonction de la situation économique, de la crise et tout ça. Oui, mais ça ne vous apprend rien. Oui, mais ça, c'est les taux de change flottants, normalement, qui, en fonction de la situation des pays, de l'évolution économique des pays, on ajuste. Mais ici, malheureusement, à cause de ce lien... Comme le font les Chinois. Voilà, bien sûr, parce qu'ils ont la souveraineté sur leur monnaie. Et par rapport à leurs intérêts, à leurs priorités, ils voient dans quel sens va aller leur monnaie par rapport au dollar, par rapport à l'euro, par rapport au yen. Et donc, quelles sont les conséquences, justement, de cette monnaie assez forte sur nos économies, sur nos exportations surtout? Oui, mais quand une monnaie est forte, ça pénalise les exportations. Oui. Parce que quelqu'un qui veut acheter hors de la zone franc, il est obligé de débourser plus pour acheter un produit venant du Sénégal. Par conséquent, si c'est les quantités qu'il achetait avant, il est obligé de les baisser parce que à cause du taux de change. Et par contre, ça favorise les importations. Ça favorise les importations. Oui. Et c'est pourquoi... Mais le problème, c'est souvent la balance commerciale est presque toujours déficitaire. Oui, mais on importe plus qu'on exporte en fait. Oui, on importe plus qu'on exporte, exactement. Et ça, c'est une des conséquences d'une monnaie forte. Mais justement, est-ce que aujourd'hui, on peut dire, en tant qu'économiste, est-ce que vous pouvez nous dire, si on sort du franc CFA, notre économie va aller mieux? Bon, je ne peux pas vous dire que si on sort du franc CFA du jour au lendemain, notre économie va mieux. Mais ce que je peux dire, c'est que si on sort du franc CFA, dans la solidarité, je veux dire, dans le cadre de la CEDEAO, nous aurons beaucoup plus de chances d'avoir des politiques économiques complètement différentes de celles que nous menons actuellement. Et par conséquent, il y a de fortes chances que nos indicateurs, tant au niveau économique qu'au niveau social, que ces indicateurs soient meilleurs que ceux que nous avons actuellement. Donc en gros, on va sortir du franc CFA, mais pour autant, il faut qu'on réfléchisse à notre modèle de développement et à son financement. Non, le modèle de développement... C'est un peu ça. Non. Parce qu'on n'a pas de garantie que si on sort du CFA, tout va aller mieux. Enfin, en tout cas, les problèmes qu'on reproche à cette monnaie vont être résolus. Non, mais vous savez, c'est pas... Parce que nous qui ne sommes pas spécialistes, c'est comme ça qu'on le perçoit. Non. On se dit, ah ben tiens, bon, si le CFA pose problème, donc si on sort du CFA, bon, les choses vont aller mieux dans les exportations, les importations, etc. Ou c'est pas ça, c'est pas une bonne lecture. Non, c'est-à-dire que le CFA fait partie, peut-être pour que les gens comprennent mieux, le CFA fait partie des mécanismes par lesquels la France continue à dominer ses anciennes colonies. C'est ça la réalité. Comme les accords monétaires. Donc on est sur un terrain symbolique et politique. Oui. Vous avez une monnaie. La monnaie est fondamentalement un problème politique. Oui. La monnaie est un problème politique. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, tout pays, vous avez observé à travers le monde, tout pays qui obtient son indépendance ou sa souveraineté crée automatiquement une banque centrale, sa propre monnaie. On a la Gambie ici. Quand elle est devenue indépendante, elle a créé sa monnaie. La Mauritanie qui était avec nous dans la zone franc, oui, elle est partie. Elle a son Ouguia. OK? Madagascar était également dans la zone franc. Madagascar est parti. Mais jusqu'à là, c'est des pays qui ne se portent pas vraiment mieux que nous. C'est des pays qui ne se portent pas mieux que nous. Je vous le concède, M. Khan. Même s'ils ont leur liberté monétaire et tout. Mais voilà. Oui. Mais ce que nous avait dit, c'est que nous, avec le franc CFA, on se porterait mieux que les autres, ce qui n'est pas le cas. Et je vous donne l'exemple. Forcément tous les autres, mais les cas que vous citez quand même, bon, économiquement, je vous donne. Surtout que le franc CFA est utilisé dans ces pays-là. Oui,
mais le franc CFA... Ce qui pose quand même quelques problèmes à la Banque centrale au niveau de la récupération. Mais l'Ouguiya est utilisé au Sénégal? Bah non. Si. Comment? Mais moi, je connais des gens qui utilisent l'Ouguiya. En Mauritanie, vous allez dans un magasin ou en Gambie ou en Guinée, vous donnez en CFA, les gens prennent. Oui, mais c'est pas le cas ici. Moi, j'en ai pas encore vu. Si, moi, j'ai vu... Ouguiya, la monnaie mauritanienne. Oui. Utilisée au Sénégal. Oui. Bon, mais les gens qui vont aller faire des affaires... Parce que si vous dites que quelqu'un qui accepte le franc CFA en Mauritanie, c'est parce qu'après, il vient faire des achats ici. Oui. Mais quelqu'un qui va également en Mauritanie, il peut accepter les Ouguiya. Ou les banques, hein? Oui. Les banques aussi, les transferts d'argent et tout ça. Oui. Bon, revenons au cas des pays de l'UEMOA. Oui. On a 8 pays. 8 pays. Les 7 sont classés pays les moins avancés. 7 sur 8. Ce qui veut dire parmi les pays les plus pauvres. Or, on nous disait que le franc CFA était un atout par rapport aux pays qui avaient leur propre monnaie. Nous sommes 7 PMA parmi 8. En Afrique centrale, sur les 6, les 3 sont des PMA. Il y a le Cameroun, le Gabon et un peu le Congo, Brazzaville, qui sont hors PMA, mais... Oui, mais est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du franc CFA? Non, c'est pour souligner que le franc CFA n'est pas un atout. C'est pas seulement le franc CFA. Oui. C'est un des éléments, mais pas le seul. Et on l'a toujours dit dans nos écrits, si vous lisez ce que nous avons écrit, on n'a jamais dit que le franc CFA était le seul facteur derrière cette situation économique et sociale. Non, on n'a pas dit ça. Mais ce que nous disons, c'est que ceux qui nous disent que le franc CFA est un atout par rapport aux autres, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Parce que nous sommes là, nous vivons cette réalité, et la plupart des pays qui utilisent le franc CFA ne sont pas mieux lotis que les autres. Moi, j'ai regardé, il y a quelque temps, je faisais un travail sur les indicateurs de développement humain. J'ai regardé le dernier rapport de PNUD. Vous savez, des pays comme le Rwanda, qui est passé par le génocide, qui a sa propre monnaie, un petit pays. Mais ces indicateurs de développement sont meilleurs que ceux du Sénégal. Oui, mais les richesses, on peut faire aussi un débat sur la provenance de cette richesse du Rwanda. Non, je dis les indicateurs, c'est pas seulement la croissance. Il y a un fond aussi dans l'économie. Non, vous savez, c'est pour vous dire que tous les atouts prétendus atouts là, qu'on attache au franc CFA, c'est de l'arnaque pure et simple. On veut mettre dans la tête des Africains de cette zone que oui, si vous quittez le franc CFA, c'est l'aventure. C'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et des exemples sont là pour prouver qu'en fait, aussi longtemps que cette servitude monétaire continue, nous n'irons nulle part. Mais c'est pourquoi je vous demandais, parce que vu de l'extérieur comme ça, pour nous qui ne sommes pas des spécialistes des questions économiques, on se dit, bon, si le franc CFA nous pose autant de problèmes, si on sort, est-ce qu'on s'en porterait mieux? Mais malheureusement, personne ne peut nous donner de garantie par rapport à ça. Non, mais on s'en porterait mieux. On s'en porterait nécessairement mieux pour nous. Pourquoi? Parce que nous aurons nos propres politiques monétaires dans cette sous-région. OK? Nous déciderons de nos politiques monétaires. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de l'ajustement monétaire, à savoir le taux de change. Pourquoi ne pas le changer si le franc CFA est surévalué? Mais maintenant, si nous avons notre propre monnaie, nous pourrons décider de... À quel moment baisser? Exactement, à quel moment baisser ou autre. Mais surtout, c'est que si nous avons cette monnaie dans la CEDEAO, ça ouvre des perspectives d'industrialisation. Parce qu'on est d'accord, je crois, l'histoire l'a prouvé, on ne peut pas parler de développement sans industrialisation. Et cette monnaie unique, c'est un des facteurs décisifs pour renforcer l'unité de la CEDEAO et pour ouvrir d'excellentes perspectives d'industrialisation. Vous savez, nous sommes 300 millions, plus de 300 millions d'habitants. Mais c'est pour ça que je vous disais au début de l'émission,
est-ce qu'on est prêt à y aller, surtout au sein de la CEDEAO? Parce que les visions ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les hommes politiques ghanéens pensent de la même manière que les hommes politiques au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ghanéens... C'est un problème. Les Ghanéens sont prêts pour la monnaie unique. Et je lisais... il y a quelques jours... oui, le président a fait une déclaration qui confirmait d'ailleurs le délai de 2020. Exactement. Et qui répétait ce que le Nigeria a dit par rapport au trésor français. Oui. Que les pays de l'UEMOA rompent avec le trésor français. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, le Ghana est prêt. Maintenant, il y a une question importante qu'il faut poser, puisque vous nous avez expliqué tous les inconvénients que vous trouvez à cette monnaie. Si on devait sortir, comment on sort du franc CFA? On sort du franc CFA. Il y a des... J'imagine que ça se fait pas... on est quoi, mercredi, ça va pas se faire demain matin? Non, déjà, je pense que il y a l'horizon 2020. Oui. Il y a l'horizon 2020. Les 8 pays qui sont membres... vous savez, chaque pays est libre de sortir. Oui. Individuellement, hein. Les 8 pays sont libres individuellement de sortir. Mais pas tous au même niveau. Par exemple, aujourd'hui, sur l'UEMOA, si la Côte d'Ivoire sort, tout se termine. Oui, non, mais je veux dire... Par exemple. Non, ils n'ont pas tous le même poids, oui. Évidemment. Ils n'ont pas tous le même poids. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque pays est libre de sortir. Je vous ai dit, il y a au moins 2 pays membres de l'UEMOA qui disent qu'ils vont aller à la monnaie unique en 2020. Oui. C'est le Niger et c'est le Burkina Faso. Ce qui veut dire que ces pays, s'ils sont décidés à aller à la monnaie unique, que les autres soient d'accord ou pas, ils disent à la France, c'est terminé. Oui. Ils notifient à la France, il y a des délais de notification. Et à leurs homologues? Oui. Leurs homologues, qui ne veulent pas, ils restent. Ils notifient bien sûr à leurs homologues et à la France. Nous, à partir de janvier, ou je ne sais pas, ou février 2020, c'est la monnaie unique. Le franc CFA, pour nous, n'existera plus. Et quelle est la position du Sénégal finalement? La position du Sénégal est très ambiguë. Le président Macky Sall, à l'époque, quand on a publié ce livre, ça avait fait énormément de bruit, ce qui les avait obligés à réagir tous, y compris le gouverneur, y compris Hassan Ouattara. Lors du symposium du cinquantenaire de la BCEAO. Voilà. Alors, le président Macky Sall dit le franc CFA est une bonne monnaie. Et à l'époque, je lui avais répondu d'ailleurs dans la presse. Le franc CFA est une bonne monnaie. Mais si on nous démontre qu'il y a une autre monnaie qui est meilleure, nous sommes prêts à y aller. Et le président Macky Sall sait qu'il y a ce processus de monnaie unique, il le sait. Est-ce que c'est démontré? Mais depuis lors... Parce que les mots ont un sens. Oui. Quand le président dit, si on nous démontre que c'est une façon de dire, pour l'instant, on a le CFA qui a des avantages et des inconvénients, certes, mais c'est ce qu'on a. On ne va pas aller à l'aventure sur d'autres choses dont on n'est pas sûr. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'on est sûr qu'en sortant du CFA, on ne va pas dans l'aventure? C'est aussi une donnée importante. Monsieur Khan. Oui. Je vous dis, le changement... Beaucoup de forces n'aiment le changement, aiment la routine. Oui, mais pourquoi il n'y a pas un débat de scientifiques, de techniciens qui peuvent démontrer de façon indépendante, écoutez, le franc CFA, il faut qu'on l'arrête parce que ceci, cela, et puis le débat, il est clos. Non, que toutes les parties viennent, qu'on en parle, et puis on passe, plutôt que chacun dans son coin, on sort des livres, des rapports, on fait des colloques, des trucs, mais on s'en sort pas, et les populations ne voient pas l'intérêt de sortir du CFA ou d'y rester. Non, vous savez, on a été, comme je dis, on a été formaté. C'est les séquelles de la colonisation. Bon. On nous a fait croire que oui, c'est bien de continuer ces rapports avec la France. Si on rompt, c'est le chaos, c'est l'aventure. Mais vous n'y croyez pas. Donc c'est la preuve qu'on peut sortir de ces schémas de pensée. Mais il y a des millions d'Africains aujourd'hui qui n'y croient pas. Ben voilà, donc. Oui, vous savez, la diaspora. Oui. C'est presque des manifestations quotidiennes en France, en Italie, en Belgique, contre le franc CFA. Oui. Si les dirigeants italiens ont attaqué la France sur le franc CFA, c'est parce que ils ont vu le travail
qu'ont fait les économistes africains. Enfin, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres enjeux politiques? Non, bien sûr, non, mais querelle franco-italienne, c'est leur problème. Bon. Mais s'ils ont mentionné le franc CFA, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a un débat là-dessus. Bien sûr. Il y a un débat. Oui, ils ont vu qu'il y a un débat. Un débat. Oui. Et le débat, même l'euro, il y a un débat sur l'euro, le dollar sur il y a un débat sur l'euro. Donc le débat n'est pas en soi donc un critère. Oui, non. Le débat sur le franc CFA, c'est celui-ci. C'est de dire que c'est une monnaie qui n'a pas servi les intérêts des pays africains. Qui appauvrit qui les a appauvris, qui les maintient dans la servitude. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Je vous donne l'exemple d'une entreprise française. Une entreprise française qui vient s'installer au Sénégal, c'est comme si elle était à Paris. Je vous dis pourquoi. Parce qu'elle ne court aucun risque de change à cause de la fixité du taux de change. Ça, c'est un avantage par rapport aux entreprises qui sont hors zone franc. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Deux, l'un des mécanismes de la zone franc, c'est de dire qu'il y a la liberté de transfert entre les pays africains et la France. Liberté de transfert des devises. C'est-à-dire que cette entreprise française qui fait des bénéfices ici, elle peut les transférer sans entrave vers la France. Ce qui n'est pas le cas d'une entreprise chinoise ou américaine, parce que là, il y a la législation sur le change qu'elle est obligée de respecter. Alors que l'entreprise française a toute la liberté de le faire. C'est pourquoi je vous dis, et nous le disons et le répétons, que c'est un mécanisme qui permet à la France de continuer à dominer nos pays pour préserver ses intérêts, non seulement économiques, mais géostratégiques. Mais sérieusement. Parce que ce qui donne à la France ce statut de grande puissance aux Nations Unies ou ailleurs, c'est sa domination sur les anciennes colonies comme les nôtres. Sinon, la France serait comme l'Italie ou l'Espagne ou la Grande-Bretagne. C'est aussi une puissance nucléaire. Oui. Elle aurait le même statut que la Grande-Bretagne. Du Conseil de sécurité, donc c'est pas rien tout ça. Oui, d'accord, mais le Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne est membre du Conseil de sécurité. Mais l'influence qu'a la France, la Grande-Bretagne ne l'a pas. C'est pas le même style. Voilà, mais je veux dire que la Grande-Bretagne n'a pas cette même mise sur ses anciennes colonies comme la France. Mais franchement, si on sort du franc CFA, moi j'ai peine à croire que l'économie française ou bien la France va avoir un manque à gagner important. Enfin, est-ce que si on sort du franc CFA, la France va avoir des problèmes? Non. Non, mais les entreprises françaises vont avoir des problèmes. Lesquels? Je vous ai parlé du taux de change tout à l'heure. Oui. Je vous ai parlé de la liberté de transfert. Oui. Tout ça va disparaître. Tout cela va disparaître. Bon, donc elles seront dans les mêmes conditions que leurs concurrentes chinoises, russes ou américaines. Et là, c'est la compétitivité qui va régler le problème. Mais voilà. Comment font les entreprises françaises au Maroc, par exemple? Non, mais le Maroc, je ne sais pas comment elles le font au Maroc. Parce qu'elles investissent, elles ont des activités assez consistantes au Maroc, qui a une monnaie qui n'est pas convertible. Mais comment ils font pour rapatrier leurs revenus, leurs bénéfices? Comment elles le font aux États-Unis, ou en Chine, ou en Russie, ou en Turquie? Donc c'est pas elles sont obligées de s'adapter. Elles sont obligées de s'adapter à l'environnement concurrentiel qui existe là-bas. Alors qu'ici, il n'y a pas d'environnement concurrentiel pour elles, pour le moment. Donc, si le franc CFA disparaît, elles sont obligées de s'adapter à l'environnement concurrentiel, c'est-à-dire que les bénéfices qui existent avec le franc CFA, ces bénéfices vont disparaître. Par conséquent, leurs profits et autres, et les transferts qu'elles faisaient sans entrave, tout ça va disparaître. Mais la France ne va pas s'effondrer pour autant. Non, on n'a pas dit que la France... Tout cela est assez marginal par rapport à l'économie française. Ça va affaiblir la France, c'est sûr. Mais elle ne va pas s'effondrer pour autant. Non, loin de là. Nous n'avons pas dit qu'elle va s'effondrer. Mais si sa mainmise sur ces anciennes colonies s'affaiblit, c'est sûr que ça va avoir des répercussions sur le comportement de la France dans le monde et sur son économie. Ça, c'est sûr. Mais justement, est-ce que toute cette effervescence intellectuelle autour du franc CFA ne peut profiter à une certaine classe politique française qui veut se débarrasser justement de cette monnaie et des anciennes colonies? Non, mais les querelles franco-françaises, c'est leur querelle. C'est pas nous de gérer ça.
c'est sûr qu'il y a certaines voix là-bas qui disent que oui, le franc CFA est un instrument de domination et par conséquent, la France doit laisser les pays africains gérer leur propre monnaie. Il y a des voix qui disent cela. Il y a d'autres voix d'extrême droite, comme par exemple le Front National, qui disent oui, qui disent la même chose, comme les Italiens d'ailleurs, qui disent la même chose. Mais ça, c'est des querelles politiques franco-françaises ou franco-italiennes. Mais aujourd'hui, c'est que ce qu'on constate, c'est que l'opinion française commence à prendre conscience de cette histoire du franc CFA. Les Gilets jaunes, par exemple, ont fait 2 vidéos sur le franc CFA. Et d'ailleurs, le dernier document que j'ai reçu, les Gilets jaunes, qui montrait le livre là, qui parlait du... Mais c'est pas vraiment leur préoccupation. Qui faisait... Oui, mais... Les Gilets jaunes partent quand même la solidarité. Non, mais... Comme vous disiez, franco-français, mais vraiment. Oui, non, mais ce que les Gilets jaunes disent, c'est que l'euro pénalise les classes populaires. Parce que l'une des querelles ou l'une des batailles aujourd'hui en Europe, des forces de gauche ou progressistes, c'est que l'euro est comme une camisole de force qui étouffe les économies européennes. Oui, mais personne ne veut plus sortir de l'euro en France. Non, si, il y en a. Marine Le Pen, par exemple, elle le disait, mais maintenant, elle a fait... non, il y a des forces qui veulent sortir de l'euro. C'est pas seulement en France. C'est en Espagne, c'est en Allemagne, c'est en Italie. Il y a beaucoup de forces qui veulent sortir de l'euro. Hein. Ah oui, il y a des forces qui sont organisées, qui tiennent des colloques... qui se rencontrent, je crois, 1 ou 2 fois par an. Mais pour l'instant, ici, pour revenir en Afrique, le débat, il est carrément intellectuel et entre techniciens. Non, il n'est pas sûr que les populations, c'est leur préoccupation première quand ils se réveillent le matin. Ah ben tiens, il faut qu'on sorte du CFA. Non, mais vous savez, c'est pas comme ça que cela se passe. C'est pas comme ça que cela se passe. Oui, mais l'adhésion populaire, ça peut être... il y a un candidat qui a même proposé de sortir mais l'adhésion populaire lors de l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience des populations. Alors, moi, je dis jusqu'au Fouta, chez moi au Fouta, les gens savent que ce débat, nous le menons. Et ils disent, c'est tout à fait normal que nous ayons notre propre monnaie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, l'homme de la rue dit, ah oui. Oui, mais je ne suis pas sûr que l'homme de la rue comprenne tous les enjeux liés à cette affaire, parce que c'est des sujets quand même très techniques, monsieur Dembélé. Vous savez, c'est pas technique, c'est un problème politique. Je suis désolé. Je suis désolé, mais vous savez, c'est ça que la France, les défenseurs du franc CFA disent, non, c'est un sujet trop technique, c'est des experts, mais c'est pas vrai, c'est un problème politique. C'est-à-dire la gestion, que ce soit la gestion de la monnaie, que ce soit la gestion économique, que ce soit la gestion d'une école, que ce soit la gestion d'une université. Ça peut comporter des problèmes techniques si vous voulez. Oui. Mais c'est un problème fondamental d'orientation. Oui. C'est un problème fondamental d'ordre politique. C'est ça. Mais la gestion de la monnaie, bien sûr, quel est le taux de change qu'on va fixer, quelle est la masse monétaire qu'on va injecter dans l'économie, comment gérer les réserves. D'accord, tout ça. Oui. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est comme vous avez vos propres ressources à la maison, comment les gérer, comment les distribuer au sein de la famille, avec la famille élargie ou restreinte, c'est ça. Mais tout ça, c'est technique si vous voulez. Mais le problème est fondamentalement politique. C'est un problème de souveraineté. D'accord. Donc, alors, on va revenir à comment sortir du CFA. On avait commencé un tout petit peu. Donc, ça prendrait combien de temps ? Est-ce que c'est automatique ? Ou est-ce qu'il faut mettre du temps pour retirer la masse monétaire qui est en circulation, battre une autre monnaie, etc. Et puis surtout, est-ce qu'on a besoin de l'accord des autres pour sortir? Ou est-ce qu'on est libre de sortir demain si on veut? Mais je vous dis que chaque pays est libre de sortir. Chacun des 8 pays en Afrique de l'Ouest est libre de notifier à la France et aux autres membres, à telle date, nous sortons. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On vous rend l'argent que vous avez absolument. Dans le coffre? Oui, les quelques réserves que vous aviez au sein du Trésor français, vous retirez vos billes, et c'est tout. Maintenant, vous avez votre propre monnaie. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi simple que ça. Mais c'est ça. Vous pouvez demander à partir, vous partez. Maintenant, entre-temps,
vous avez préparé votre alternative, bien sûr. Vous ne partez pas comme ça, sans avoir une autre monnaie déjà en préparation. Oui, c'est pourquoi je disais à quel horizon, parce que non, mais entre la décision de sortir et son effectivité, il y a quand même un temps qui peut être assez important. Déjà, les pays sont en train de travailler sur l'horizon 2020. Je pense que vous avez suivi cette semaine, même le Parlement de la CEDEAO s'est réuni ici. Oui, tout à fait. Oui. Les gouverneurs des banques centrales s'étaient réunis le 21 février aussi pour parler de ça. Il y a des commissions qui sont mises sur pied et il y a aujourd'hui, ils ont lancé un appel pour le logo et le nom de la monnaie. Ce qui veut dire que déjà le processus est en cours. Qu'ils n'attendent pas 2020 pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Non, le processus est en cours. Ils ont pris des engagements, ils sont en train de travailler. Il y a des commissions qui sont en place et qui travaillent pour proposer. Et les chefs d'État vont se réunir au mois de juin, je crois, pour faire le point, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui date de longtemps, qui aujourd'hui converge vers 2020, parce que quand on parle de logo et du nom de la monnaie, ça veut dire quand même que cette fois-ci, les gens sont décidés à franchir une nouvelle étape. Après, on la fabriquerait où, cette monnaie? Je sais que vous contestez le fait que le franc CFA est fabriqué en France. Non, c'est-à-dire que pour la fabrication, tout dépend. C'est-à-dire qu'il faut les coûts, la sécurité. Oui. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Si nous pouvons fabriquer nous-mêmes, ça va diminuer les coûts. Mais si c'est à l'extérieur, bien sûr, ça va nous coûter cher parce que les coûts de fabrication aussi, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, les chefs d'État décideront de la meilleure opportunité, de l'endroit où fabriquer, s'ils le font ici chez nous, ou en Allemagne, ou en France, ou en Chine, ou en Russie, ou à Washington, je ne sais pas. C'est à eux de voir ce qu'ils feront. Et qu'est-ce que ça va nous coûter? Comment on détermine, par exemple, est-ce qu'on ne perd pas en termes de valeur en quittant le franc CFA avec un certain niveau de parité et de valeur? Est-ce qu'on ne perdrait pas sur les marchés financiers de l'argent? Non, mais tout dépend. Tout dépend de la valeur qui va être donnée à cette monnaie à son lancement. C'est-à-dire, vous aviez parlé dans votre introduction de panier de monnaie. Oui. Comment définir la nouvelle monnaie? Euro, dollar, yuan. Voilà. Un panier de monnaie. Exactement. Donc, probablement, la nouvelle monnaie sera définie par rapport à un panier de monnaie. Et quand elle sera définie par rapport au panier de monnaie, le reste dépendra de la manière dont elle sera gérée. Parce que si elle est bien gérée, les marchés financiers vont réagir de manière favorable. Si elle est mal gérée, malheureusement, mais tout dépend de la manière dont elle sera gérée. Mais la définition, ce sera un panier de monnaie. Oui. Et le panier de monnaie dépend des niveaux des échanges avec les différents pays, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Très bien. Les trois. On va terminer cette émission sur une dernière question. La situation géopolitique en Afrique de l'Est, elle peut avoir une influence sur la monnaie et sa crédibilité. L'instabilité, le djihadisme, le terrorisme, les maladies, les conflits, les tensions entre pays, etc. Ça influe, ça a une influence sur les marchés. Oui, bon, ça a une influence sur les marchés. Vous savez, le monde est confronté au terrorisme, c'est pas seulement dans notre sous-région. Les États-Unis sont confrontés à ça, l'Europe, n'en parlons pas, la Chine, partout, il y a des bouleversements. Et ça influe nécessairement sur l'économie d'un pays. Et si aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale et même l'OCDE disent que l'économie mondiale le taux de croissance va être faible, c'est la conjonction de tous ces facteurs. Facteurs politiques, facteurs économiques, facteurs financiers. Et le cas du terrorisme en fait partie, les guerres qui se font partout. Vous savez, on a un bandit aux États-Unis aujourd'hui qui veut... Quel bandit? Donald Trump. Vous le qualifiez de bandit, vous? Non, mais c'est un fasciste même. Le qualifie même de fasciste. Bon. Qui veut détruire, qui veut
régenter le monde. Ce n'est pas possible. Ça a toujours été le cas aux États-Unis. Oui, mais le monde a changé. Ils n'ont plus les moyens de régenter le monde comme il y a 30 ou 40 ans. Tout ça, c'est fini. Mais c'est un sursaut, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas y arriver. Donc, tout ça va influencer, bien sûr, l'économie mondiale. Et avec les guerres commerciales, comme vous le savez, entre la Chine et entre les États-Unis et d'autres pays, pas seulement la Chine. C'est aujourd'hui l'Inde, c'est l'Union européenne, c'est la Turquie, sans parler de l'Iran, du Venezuela et tout ça. Ils font la guerre à tout le monde. Guerre économique, guerre chaude. Tout cela va influencer, bien sûr, les prix des matières premières, les flux commerciaux. Et ça va influencer nécessairement l'économie mondiale et les économies dans les différentes régions. Demba Moussa Dembélé, notre invité, très optimiste quant à donc la mise en place d'une nouvelle monnaie au sein de la CEDEAO, était notre invité aujourd'hui donc dans ce numéro de la valise diplomatique. Je rappelle que Demba Moussa Dembélé est économiste, président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement, ARCAD. Demba Moussa Dembélé est aussi co-organisateur des Samedis de l'économie avec le bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Et il est aussi membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, et du Forum mondial des alternatives FMA. Demba Moussa Dembélé est l'auteur de plusieurs ouvrages comme Zone franc et sous-développement en Afrique, paru en 2015 chez ARCAD, ou encore Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, ouvrage qu'il a co-dirigé avec Kaku Nobukpo, Martial Zebelinga et Bruno Tinel. Demba Moussa Dembélé, merci. C'était un plaisir de vous recevoir et de parler avec vous de cette monnaie qui est le franc CFA. Quant à nos chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission et à très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique.